Avec nous sur Midi 1, Igor Delanoë, directeur adjoint de l'Observatoire franco-russe de Moscou. Bonjour. Bonjour. On revient aujourd'hui sur cette attaque dans une salle de concert de la banlieue de Moscou. C'était ce vendredi soir, une attaque armée suivie d'un incendie qui a fait de nombreuses victimes. Attaque revendiquée par le groupe terroriste Daesh. Les autorités russes ont d'ores et déjà arrêté 11 personnes soupçonnées d'être impliquées dans cet attentat. C'est la deuxième attaque de Daesh en Russie en 11 ans. Est-ce que c'est la piste qui est retenue par le Kremlin? Pour l'instant, je constate que les autorités russes n'endossent pas formellement la version de l'État islamique comme étant le responsable commanditaire de cette attaque. L'allocution de Vladimir Poutine n'évoquait pas vraiment cette hypothèse-là. Effectivement, il a plutôt pointé du doigt une implication de l'Ukraine à travers deux éléments. D'abord en expliquant que ce qu'on nous présente comme étant donc des terroristes ou des gens supportant les terroristes roulaient en direction de l'Ukraine et qu'ils ont donc été appréhendés alors qu'ils s'apprêtaient manifestement selon le Kremlin à franchir la frontière où on leur aurait aménagé un point de passage, puisque je rappelle que la frontière est évidemment fermée entre les deux pays. Puis d'autre part, faisant allusion aux images terribles que l'on a pu voir sur les réseaux sociaux, bien il expliquait que les terroristes tiraient dans la foule tels que, je cite, les néo-nazis tiraient sur les civils, si vous voulez. Donc on reste dans la rhétorique quand même qui est liée au contexte ukrainien. Alors, ce qu'il y a, c'est que dans la revendication de l'attentat par l'État islamique, on fait allusion à l'État islamique au Khorasan, donc la branche afghane en fait de l'État islamique. C'est pas forcément de là qu'on l'attendait. Je veux dire par là que là où à la limite on aurait pu imaginer une origine, ça aurait été plutôt venant d'Afrique subsaharienne, où on sait qu'il y a aussi des groupes affiliés à l'État islamique qui évoluent et qui se battent contre des éléments, notamment de Wagner, déployés dans la région, vers le Mali et autres, par exemple. Là, on aurait pu imaginer qu'il y a un lien, si vous voulez. On sait que Wagner est déployé dans cette région, on sait que Wagner appuie les forces armées maliennes, qu'il y a des affrontements avec des éléments qui sont affidés à l'État islamique directement ou indirectement. Bon. Les gens qui manifestement sont présentés comme des acteurs ou des commanditaires ou des soutiens de cette attaque sont originaires du Tadjikistan, alors qui évidemment est frontalier de l'Afghanistan. Bon, mais quand même tout ceci paraît encore très très nébuleux, si vous voulez. Et je relève que sur les médias russes d'opposition ou des blogueurs russes qui sont connus pour avoir des positions extrêmement critiques à l'égard du Kremlin et qui sont qualifiés d'agents étrangers et qui vivent parfois d'ailleurs en dehors de Russie, je constate que dans cette constellation de médias et de blogueurs, très peu, en tout cas à ce stade, très peu endossent la version de l'État islamique. D'accord, Pour donc même, l'instant, ils sont même assez prudents. l'opposition Exactement. penche plutôt vers l'Ukraine, parce qu'on voit effectivement que la Russie penche plutôt vers la thèse ukrainienne. Les 11 assaillants qui ont été arrêtés selon Vladimir Poutine, alors qu'ils s'enfuyaient vers l'Ukraine. Pourquoi le Kremlin et pourquoi même globalement, du coup, la classe politique russe penche vers la thèse de l'Ukraine impliquée dans cet attentat? Il y a une première raison, c'est que visiblement la façon dont cet attentat a été revendiqué par l'État islamique, donc à travers visiblement des canaux, j'allais dire, sur des réseaux sociaux, avec une espèce de mise en scène, comme toujours, avec la photo des gens, et puis un texte, une petite musique, etc. Bon, visiblement sur la forme, cette revendication ne correspondait pas à ce qu'a pu faire l'État islamique au cours de ces dernières années. Autrement dit, la mise en forme correspond plutôt à des choses que faisait l'État islamique, une fois de plus dans ses revendications, il y a déjà quelques années de ça et paraît donc un petit peu daté. Alors moi là, je ne suis pas spécialiste ni de l'État islamique, ni des mouvements terroristes, donc je ne peux pas confirmer, infirmer ou discuter cette hypothèse, mais les gens se réfèrent à cela en expliquant que finalement le blueprint, si vous voulez, la façon dont les choses sont formulées, paraît assez daté et ne correspond pas à ce qui se faisait dernièrement. Bon, c'est un premier élément. Et le deuxième élément, c'est évidemment que très rapidement, cette version de l'État islamique a été mise sur le devant de la scène et étayée par les services occidentaux et principalement par les Américains. C'est le Et sujet de ma question suivante, voilà, si vous permettez. C'est que je vous en prie. Washington dit avoir alerté la Russie courant mars d'une possible attaque terroriste susceptible de viser de grands rassemblements et notamment des salles de concert. La Maison-Blanche affirme aujourd'hui avoir appliqué son devoir d'alerte. Vladimir Poutine, à l'époque, avait dénoncé des déclarations provocatrices, une volonté d'intimider, de déstabiliser la société. Pourquoi une telle méfiance?
Il y a une espèce de réflexe, si vous voulez, de méfiance et de suspicion à l'égard de ces informations, puisque la première fois qu'elles sont apparues, évidemment, c'était autour du 8 mars, donc on était avant l'élection présidentielle. La réaction officielle, comme vous l'avez précisé, du côté Russie, c'était d'expliquer qu'on essayait de déstabiliser finalement la situation en Russie à l'orée d'un grand rendez-vous électoral, hein, même si personne ne se faisait d'illusions sur l'issue du scrutin. Bon, d'ailleurs, les États-Unis n'avaient pas été les seuls, hein, les ambassades de Grande-Bretagne, de Suède, d'Allemagne et de quelques autres pays avaient également émis des messages d'alerte à l'égard de leurs ressortissants concernant finalement un petit peu le même contexte, en se référant au même contexte. Hein. Donc ça avait été interprété avec méfiance. Aujourd'hui, ces messages refont surface, eh bien ils sont plutôt mal reçus d'une manière générale par l'opinion publique, puisqu'on est encore quand même sous le choc, il y a encore beaucoup d'émotions, et donc ils sont plutôt mal reçus spontanément par la population de manière générale, hein, tel qu'on peut le ressentir. La réaction que cela amène et suscite, c'est finalement de dire, et si c'était pas ça? C'est une réaction contre-intuitive, c'est une réaction, comme je vous dis, qui découle d'une méfiance assez spontanée à l'égard de ce que peuvent expliquer les services de sécurité américains qui prétendent avoir d'ailleurs partagé un certain nombre d'informations avec leurs homologues russes, visiblement, hein, pour étayer leur message, mais que tout ceci n'a pas été apparemment pris au sérieux, ou suffisamment au sérieux, même si ça ne s'est pas produit dans le sillage direct de ces alertes, hein, mais que ça s'est produit 15 jours, 3 semaines plus tard. Eh bien, visiblement, ça n'a pas été, comment dirais-je, suffisamment considéré par les services de sécurité. Une dernière question, Igor Delanoë. Cette attaque, elle survient une semaine à peu près après la réélection de Vladimir Poutine à la présidentielle. Est-ce que ça va lui coûter? Est-ce que cette attaque peut le déstabiliser politiquement? Ce scrutin était un plébiscite en fait. Alors même si jamais on a évidemment des suspicions sur le niveau 87% c'est vraiment énorme. Bon, même si en réalité on parle de ces 75, 72, 77%, il n'en demeure pas moins que ça reste quand même un résultat très très fort et une forme de plébiscite. Je pense que la solidarité nationale joue déjà à plein régime d'une manière générale. Elle jouait avant le scrutin, elle joue encore plus aujourd'hui. Et face à l'adversité, je ne pense pas qu'on va commencer à essayer de diviser ce mouvement de solidarité nationale. Donc je ne pense pas que ça puisse le déstabiliser outre mesure. À mon avis, la question c'est de savoir que vont faire les autorités russes, comment vont-elles réagir après cette épreuve. Est-ce que cela va servir de prétexte pour un serrage de vis supplémentaire sur la société? Est-ce qu'on va s'en servir pour décréter une nouvelle vague de mobilisation partielle, étant entendu qu'à ce moment-là, on pointerait du doigt les responsabilités ukrainiennes? Pour l'instant, je ne sais pas. Quand je vois la tonalité de sa réaction assez prudente, somme toute, il ne prend pas de position tranchée, mais où il n'endosse pas la version de l'État islamique, mais il pointe du doigt l'Ukraine sans non plus accuser de manière très catégorique et très violente Kiev. Je pense qu'il laisse encore un peu de temps pour apprécier la situation. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une réaction beaucoup plus démonstrative à laquelle il faut s'attendre là dans les jours ou les semaines qui viennent. Hein. Les conclusions des services de sécurité et puis plus globalement la réaction des autorités russes après cet attentat dans la banlieue de Moscou. On rappelle qu'une enquête pour actes terroristes a été ouverte en Russie. Igor Delanoë, vous êtes le directeur adjoint de l'Observatoire franco-russe de Moscou. Merci d'avoir été avec nous sur Midi 1. Je vous en prie, merci à vous.